Bonsoir à tous. Je voulais simplement saluer tous ceux qui ont permis que nous soyons avec vous ce soir. Donc, tout le monde ne me connaît pas. Je suis responsable de la CIMAD à Amiens. C'est moi qui ai créé le groupe. Nous sommes une quinzaine de bénévoles. Et en premier lieu, je voulais remercier la Maison du Théâtre et la compagnie La Passe-Muraille qui nous accueille en ces lieux, mais aussi l'association L'Université Populaire d'Amiens, qui est partenaire de notre festival Migrants en Scène depuis plusieurs années. Parmi les missions de la CIMAD, je cite « témoigner, informer, mobiliser ». Je crois que ce soir, c'est fait. La CIMAD est une association militante et les manifestations de Migrants en Scène sont un temps de rencontre avec des partenaires, mais aussi un temps pour sensibiliser l'opinion publique sur les réalités migratoires. Merci à vous de cette programmation dans la Maison du Théâtre. Ce jour est un peu le jour de lancement de nos temps forts pour Migrants en Scène. Il sera suivi le 22 novembre par un spectacle au Safran. Le 23 novembre, à nouveau ici à la Maison du Théâtre, pour un théâtre forum par la compagnie Passe à Passo. Le 29 novembre, au Centre culturel Jacques Tati, il y aura une soirée rencontre festive en présence de notre président national Christophe Deltombe, qui est originaire d'Amiens. Et enfin, le 6 décembre, toujours à Tati, un spectacle de terre en terre avec la compagnie Le Pilier des Anges. Vous pouvez vous procurer le programme, j'ai quelques feuillets dans un sac là pas très loin. Voilà. Oui, Christine aussi en a là dans les mains. Il y en a dans le hall. D'accord. Les bénévoles de la CIMAD se joignent à moi pour le lancement de ce festival Migrants en Scène. Et à cette occasion, je vais vous remettre donc aux partenaires, j'ai remis et je remets à Céline en la remerciant pour sa très bonne prestation, une affiche de la CIMAD, qui est l'affiche, c'est ça. Il n'y a pas d'étranger sur cette terre, je pense que vous êtes tous d'accord. Et enfin, je vous invite à vous rendre sur le site national de la CIMAD où vous pouvez signer 3 pétitions qui sont en ligne en ce moment. Il faut chercher la rubrique « Agir, se mobiliser ». Donc la première pétition, c'est « Liberté et relax pour les 7 de Briançon ». Qui ont été jugés hier, mais on attend encore le résultat. Il y a 2 qui ont un an de prison ferme. D'accord. Donc, faut Donc je vous invite à aller sur le site pour signer cette pétition. La deuxième pétition, c'est « Halte aux expulsions vers l'Afghanistan ». Il faut y aller avant le 1er janvier. Et enfin, faisons respecter le droit d'asile, mettons fin au système Dublin. C'est quelque chose pour lequel nous nous battons, parce que Dublin a prouvé que c'était complètement hors du temps, enfin je veux dire, ça ne marche pas. Voilà, bonne soirée, et puis merci à vous pour l'animation. Je vous rends le micro. Voilà, oui, merci. Voilà. Oui, le travail très important qu'elle fait. Voilà, bon, je vous remercie d'abord d'être resté ce soir, à l'heure tardive, bien sûr. Bon, alors, je ne présenterai pas Céline, puisque la pièce que nous venons de voir, je crois, a bien décrit tout un parcours, c'est une grande dimension bien autobiographique. Je dirais simplement que j'ai vraiment apprécié, bon ça c'est très sincère, vraiment apprécié, puisqu'il y a eu d'abord cette rencontre émotionnelle qui fait découvrir la détresse de certaines personnes, et puis ensuite on passe de là à la description de parcours individuel, on redonne une biographie, à certaines personnes qui sont effectivement, qui sont les invisibles, qui sont complètement oubliées, hein, qu'on méconnaît bien, et même un peu au-delà, je l'ai perçu comme ça en tout cas, après on pourra en discuter bien entendu, à travers le rythme qu'il y avait, notamment le rap et le slam, etc., on donne une dimension vraiment universelle, je crois, on dépasse effectivement ce qui sont des parcours individuels, d'un Soudanais, d'un Congolais, d'un Syrien, bien toutes ces personnes qu'on voit apparaître. Bien, et puis ensuite ça se termine même, n'est-ce pas, par en quelque sorte un appel à nous-mêmes qui nous implique. Je crois qu'on a tous pu apprécier ce genre de choses. Alors,
À ma gauche, là, nous avons Sophie Gigot. Alors, Sophie Gigot, qui est professeure de philosophie et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, hein, mais qui vient ici surtout parce qu'elle a écrit un livre que j'estime important, bien, Les migrants de Calais, enquête sur la vie en transit. C'est un livre que je recommande, qui est d'ailleurs mis en vente ici par la librairie du Labyrinthe, donc vous pouvez l'acheter à la sortie. Bien. Alors, nous sommes sur un registre un peu différent. Là, vous voyez, j'ai insisté sur le premier registre qui est celui un peu émotionnel, bien qu'on dépasse cela. Là, avec Sophie Gigot, évidemment, nous sommes sur un registre qui est beaucoup plus théorique. Alors, tout de suite, je ne voudrais pas opposer ces deux registres. Je crois que ce serait surtout une bêtise de le faire, mais après tout, ça peut être l'objet, ça peut justement être l'objet d'une discussion, cette rencontre des deux registres ici. Bien. Alors, je dirais simplement, pour parler du livre de Sophie Gigot, je dirais simplement qu'elle part, très bref, qu'elle part effectivement de ce qu'elle appelle une situation absurde. Cette situation absurde est très claire. Il y a des migrants à Calais qui sont des gens qui ne veulent pas rester, qui veulent partir, dont on ne veut pas. On a vu même que la population de Calais se montre assez hostile, qu'il y a des CRS qui qui souvent, effectivement, essayent de les chasser, et qui, cependant, sont obligés de rester. Sont dans une situation qui est donc absurde, vous voyez bien, obligés de rester, et qui se trouvent donc dans des zones de... Vous voyez, des non-lieux, et ce non-lieu, bien sûr, porte un nom qui est devenu célèbre. Dans la pièce, on rappelle même l'origine de ce nom, la jungle, avec tout ce que ça implique. D'ailleurs, dans le livre, tu démontes un peu toutes les représentations qu'implique ce mot de jungle. Mais au-delà même, bien entendu, tu vas plus loin, puisque tu montres également que ça rejoint un paradoxe, que cette absurdité se trouve confortée par un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que nous sommes en présence de zones qu'on appelle de non-droit, bien absolument de non-droit, de personnes qui n'existent pas civilement. D'ailleurs, le nom, tu dis qu'un prénom, etc., il n'existe pas. Bien. Et en même temps, nous sommes quand même dans le pays des droits, un pays des droits. Or, se pose la question, un problème que tu abordes d'ailleurs, comment effectivement comprendre cette situation? N'y a-t-il pas là la nécessité d'aller plus loin, de dépasser effectivement ce qu'on appelle maintenant l'État-nation, avec ce qu'il implique, pour essayer de penser un droit au-delà, bien sûr, de cela. C'est ce qui est abordé dans l'ouvrage, mais je ne vais évidemment pas en parler. D'ailleurs, vous pouvez le lire, et surtout, Sophie vous en parlera bien mieux que moi. Et ce soir, donc, on va prendre la parole, bien sûr, avant d'ouvrir le débat auquel, bien sûr, Céline est invitée de participer. Donc, Sophie, tu veux nous parler de la jungle de Calais. Je précise que la jungle de Calais est entre guillemets, bien, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, je pourrais voir tout à l'heure, c'était mon livre de la jungle. Là aussi, on peut se poser la question, les guillemets sur jungle, et pourquoi là, c'est mon livre de la jungle. Bien, donc, la jungle de Calais, une politique de la perdition. Alors, je crois que tu prends la parole tout de suite, et puis après, Céline interviendra sans doute. Et ensuite, oui, d'accord, mais je crois que tu as beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous dire. Voilà, je donne la parole donc à Sophie. Merci. Donc bien sûr, je suis très contente d'être à nouveau ici un an plus tard, et j'aimerais vous dire d'abord mon plaisir à retrouver un an après, à peu près, c'est un jour anniversaire pour nous, Céline, que j'ai rencontrée ici dans ce même lieu quand tu commençais ta création. Et donc c'est très intéressant pour moi, d'abord parce qu'on ne se connaissait pas avant il y a un an, et on est bien sûr resté en contact, et je crois que c'est très intéressant pour moi de voir ce qui est devenu le travail dont tu avais présenté les premiers éléments il y a un an, et tu vas voir qu'il y a des choses qui se croisent avec le mien aussi, donc on va pouvoir en discuter. Et puis pendant cette année, eh bien, j'ai vu le collectif auquel tu participes grandir, celui auquel je participe également, et voilà, je pense que au-delà de l'aspect littéraire et philosophique, les deux personnes, les trois même d'ailleurs, que vous avez en face de vous ce soir sont, vous l'avez compris, des militants. Je remercie d'ailleurs Céline et son équipe et tous les gens qui ont participé à la collecte que nous pouvons récupérer ce soir à destination des camarades exilés qui sont bloqués à Calais. Merci à ceux qui ont participé. Donc,
voilà, moi je ne vais pas vous parler ce soir de ce livre en fait, puisqu'il date de 2016. Et je vais vous parler de celui que je viens de finir, mais qui n'est pas encore sorti, et qui est la suite. Donc il faut acheter le premier, bien sûr, pour comprendre ce livre. Je plaisante. Évidemment, je ne touche rien sur ce livre, qui est publié chez un éditeur militant, Agon, et heureusement qu'il y a des éditeurs militants pour nous soutenir dans ce qu'on fait. Mais voilà, après avoir publié ce livre, j'avais prêté le serment que je ne remettrai plus un orteil à Calais, jusqu'en juin 2017, où, à la suite d'un coup de téléphone d'un réalisateur, un jeune militant, Arthur Levivier, j'accepte de venir avec lui à nouveau à Calais pour l'aider à faire son documentaire. Très bon documentaire, je vous le conseille si vous voulez avoir une idée assez exacte de ce que peut être la situation à Calais à l'époque du bidonville de la Lande, dont vous avez vu quelques images, et aujourd'hui. Ça s'appelle Regarde ailleurs, et c'est un film qui est sur YouTube, ou je ne sais plus, c'est pas YouTube, mais sur Vimeo, que vous pouvez consulter en libre accès. Donc je retourne à Calais, et bien qu'étant philosophe, je pense que comme Céline, j'écris avec mes tripes, et de toute façon, cette situation-là, elle ne peut pas nous laisser indifférents, et on ne peut pas l'aborder uniquement de manière analytique et conceptuelle, en tout cas pas tout de suite. Et donc je me prends une gifle, parce que je découvre que finalement, on en est arrivé à une situation où on regrette le bidonville de la Lande. Et à cette époque, cet endroit était honni, même si au moment de la destruction, tout le monde était extrêmement affecté parce qu'il n'y avait pas d'alternative en termes de mise à l'abri, ou très peu. L'alternative était une farce, au fond, on s'en est très rapidement aperçu. Et voilà, comment est-ce qu'on en est venu à regretter un endroit aussi difficile à vivre? Parce qu'aujourd'hui, les conditions de vie sont encore plus terribles, et elles s'inscrivent dans une nouvelle politique que j'appelle politique de la perdition, puisqu'au fond, quand on arrive à Calais aujourd'hui, dans ce qui a été nouvellement baptisé, ou rebaptisé, parce que au fond, ce mot est un mot qui sert à identifier cette espèce de non-lieu, la jungle, eh bien, on a le sentiment d'arriver dans une sorte de laboratoire expérimental sur l'humain. C'est-à-dire que vous prenez des jeunes, exactement comme vous, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ce soir qui sont ici sous la contrainte de leur professeur. Les pauvres. Bref. Mais ça va vous faire du bien, c'est pas inutile. Voilà, donc imaginez que vous avez quoi, 15 ans, 16 ans, 17 ? Voilà, donc 14-15 ans. Vous allez à l'école, vous avez une vie normale, j'imagine. Vous avez des parents qui vous ont éduqué, etc. Bon. Imaginez qu'on vous arrache à votre famille, à votre terre, à la langue qui est la vôtre, et on vous parque dans un endroit où il fait froid, une forêt où il n'y a rien, où 3 fois par semaine, de préférence la nuit, vous vous faites tabasser par des policiers, et vous n'avez strictement rien, que ce soit pour manger, pour boire, pour avoir des vêtements ou quoi que ce soit, la moindre chose, vous devez le demander, parce que vous ne possédez rien. Ça, c'est typique de la politique de perdition, c'est-à-dire que si on se base sur ce qui, à mon avis, est le cas, c'est-à-dire que nous sommes en très très large partie le produit des circonstances dans lesquelles nous vivons, eh bien, il suffit de mettre n'importe quelle personne dans ces conditions de vie pour pousser au crime ou pour rendre fou. C'est-à-dire qu'on crée à Calais les conditions matérielles objectives de l'aliénation, quelle qu'elle soit. Et ce qui est incroyable, cette espèce de petit miracle qui a lieu tous les jours, c'est qu'en réalité, cette politique de perdition, elle engendre des contre-conduites, des foyers de résistance, qui fait que même dans ces conditions extrêmes, même face à cette très grande violence d'État, eh bien, ces individus résistent, arrivent à rester dignes, à garder leur humanité, à garder une partie de leur identité. Et c'est moi ce qui m'a vraiment fascinée et qui a motivé l'écriture du second livre. Et donc j'ai été extrêmement sensible à toute la partie dans l'œuvre de Céline sur les noms, parce qu'au fond, ce qui caractérise les personnes qui sont à Calais et bien d'autres exilés, c'est que l'un des premiers gestes qu'ils font, qui est extrêmement violent lorsqu'ils quittent leur pays d'origine, c'est d'abdiquer leur identité civile. C'est-à-dire qu'ils renoncent à leur nom. Et on s'est rendu compte, parce qu'en ce moment à Calais, il y a beaucoup d'Éthiopiens, d'Érythréens, de jeunes de la Corne de l'Afrique. C'était un tout petit peu moins le cas à l'époque où il y avait plus d'Afghans, de Syriens, etc.
Bon, là, c'est essentiellement des Éthiopiens et des Érythréens. Et en Éthiopie, par exemple, la plupart des personnes ont 13 noms, 14 noms, 15 noms. Parce que chaque nom correspond à un ancêtre. Et du coup, on peut suivre toute la généalogie de la famille par les noms. Et donc, quand ils arrivent dans d'autres pays, ils commencent à restreindre un petit peu la liste des noms, parce qu'ils se rendent compte que l'état civil dans d'autres États fonctionne différemment. Et puis, quand ils arrivent en Europe, eh bien, ils comprennent évidemment que l'état civil, c'est le piège de l'identification. Et donc, il y a tout un processus pour renoncer à son identité civile, jusqu'à parfois le faire de manière matérielle, en se limant les empreintes digitales, pour devenir un sans nom. Mais c'est une violence terrible d'être sans nom. C'est un renoncement à la fois donc à toute cette famille dont on porte la lignée, et puis aussi à la culture qui imprègne tous les noms qui nous caractérisent, nos patronymes ou nos prénoms, etc. Et puis aussi une identité psychologique, personnelle, c'est-à-dire celle d'une histoire, d'un vécu qui est attaché à un nom singulier. Donc c'est à tout ça, en quelque sorte, que les exilés s'arrachent, qui est une très grande violence, et qui est une perte qui ne peut que se solder par la reconquête d'une nouvelle identité, en l'occurrence pour les exilés de Calais, outre-Manche. Et c'est vrai que quand on est dans la jungle de Calais, ce qui surprend, c'est l'hypertrophie des noms. C'est-à-dire que ces gens qui sont sans nom se présentent à nous. Je vois des membres de notre collectif d'hébergement citoyen des migrants qui rient parce que c'est une difficulté qu'on a. Ils se présentent à nous sous tout un tas d'identités factices. Il y a presque un jeu des noms. Parce que le sans-nom crée aussi la possibilité de jouer des rôles avec des identités différentes. Alors, on a les mêmes personnes qui, tour à tour, se présentent à nous avec des noms et aussi, du coup, presque des personnages différents qu'ils endossent avec un côté assez théâtral parfois. En plus, ils sont jeunes, donc ils peuvent jouer un petit peu. Ils retrouvent la dimension ludique, parfois, de ce jeu de rôle, même dans les conditions très difficiles. Et donc, voilà, cette idée d'être fondu dans une masse indistincte et anonyme par nécessité, parce que c'est le prix à payer pour conquérir une nouvelle vie en Europe et en particulier en Angleterre. Et d'un autre côté, la nécessité pour nous, et je trouve que la fin de ton œuvre le fait très bien sentir, de construire une histoire de ces sans-noms. Parce que ce qui produit une identité, c'est pas seulement le nom, c'est aussi et surtout le récit. Et donc là où les empreintes constituent une trace identifiante, mais au mauvais sens du terme, le récit va construire la mémoire, l'épaisseur de l'identité psychologique, et ça c'est effectivement quelque chose de positif. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la manière dont tu imbriques les sans-noms des militants et les sans-noms des exilés, parce qu'au fond, cette histoire, elle est effectivement commune, et on l'a construit ensemble dans un mouvement qui est un mouvement politique de résistance. J'ai remarqué que dans la pièce avant, tu parlais de la résilience. C'était effectivement qui t'avait apparemment marqué. En tout cas, tu as insisté là-dessus. Oui, c'est effectivement. Enfin, j'utilise le terme, ça me fascine, mais ça me fascine, ça me touche, parce qu'effectivement, toutes les personnes qu'on peut croiser, qu'on peut croiser là-bas à Calais, ou voilà, que je continue à croiser ici, ou même avec lesquels je vis, c'est incroyable de réussir à dépasser ces conditions, là, tout ce que tu viens de résumer, de perte d'identité, de perte de repères, de famille, d'être obligé de s'arracher comme ça, et avec parfois des missions lourdes sur les épaules pour les plus jeunes, et de réussir encore à rire, à sourire, à s'émerveiller. Ça, c'est incroyable pour moi. C'est une grande claque, vraiment. Parce que, même moi, Calais, effectivement, toi, tu y vas, donc voilà, ton collectif, maintenant, récemment, nous, depuis le démantèlement de la jungle, et du coup, la création du collectif ici, il y a tellement à faire aussi ici, que je suis retournée peu à Calais depuis. Une fois début 2017, on a fait une collecte, et puis on y est allé. Mais je suis à travers votre collectif. Mais toutes les personnes, quand elles sont ici, ou quand je les voyais là-bas, mais même au milieu de cette détresse, il y avait
voilà, sourire, un rire, une plaisanterie, une blague, partager des choses ensemble. Et tu te dis, bah oui, l'être humain, il continue à vivre, quoi qu'il arrive, il est là. Et c'est nous, aussi par le regard qu'on porte sur eux, voilà, le partage du temps ensemble, le contact. Quand je dis au début, j'ai envie de leur sourire, j'ai envie de leur serrer la main, les toucher, de comprendre, de leur parler. C'est nous qui devons aussi justement porter le regard pour voilà, leur redonner une place, parce qu'on espérerait qu'on ferait la même chose pour nous aussi, enfin, j'imagine. Donc ouais, cette résilience des gens qui ont frôlé la mort, voire même l'ont vu de très près, voire même plusieurs fois dans leur vie, comment ils arrivent encore à... Ça me fascine, voilà, se reconstruire une vie ailleurs, remettre des racines à un autre endroit, replanter comme ça, c'est fascinant pour moi. Et ça l'était à Calais et ça l'est encore toujours maintenant dans les liens qui sont plus approfondis et plus serrés. Voilà, merci. Oui, il me semble aussi, Laura, pardon de la parole, au public quand même, bien, que dans ton ouvrage, Chamant, tu parles du besoin que les migrants éprouvent de raconter leur histoire, souvent ce récit. Bien sûr, elle ne raconte pas à n'importe qui, mais quand il y a un échange qui se produit, qui se fait, quelque chose qui naît bien, il y a ce besoin de se raconter. C'est donc aussi peut-être, c'est sans doute, de retrouver aussi cette identité qu'ils ont perdue. Oui, alors en fait, ce qui se passe pour la plupart des exilés, c'est que ils sont confrontés à une sorte d'impératif du récit de soi. C'est-à-dire que même quand ils ne sont pas dans une situation de demandeur d'asile, où ils doivent effectivement, parce que ça fait partie du processus de demande d'asile, livrer un récit à l'institution, et d'ailleurs un récit qui a une forme très contraignante, ce qu'on appelle une autobiographie institutionnelle, eh bien, on découvre que même lorsqu'ils sont à Calais, simples exilés, donc pas encore dans ce type de démarche, ils sont soumis de la part de simples citoyens ou même de bénévoles à une sorte de confiscation du récit. Et c'est extrêmement pénible parce qu'ils sont dans une situation avec laquelle on ne peut avoir qu'une relation qui est très asymétrique, eh bien, on les soumet un peu à la question. Et parfois avec les meilleures intentions du monde. Sauf que vous ne diriez pas à la première personne venue que vous connaissez depuis 5 minutes, vous n'allez pas lui raconter votre divorce, le deuil de vos parents ou des choses extrêmement intimes. Donc pourquoi faudrait-il que, immédiatement, les exilés nous livrent des récits? Et évidemment, ce qu'on attend de leurs récits, c'est pas le moment où ils étaient tranquillement à l'école avec leurs camarades. Ce qu'on attend, c'est la Libye, quoi. C'est le spectaculaire. Donc est-ce que c'est parce qu'on est imprégné par la médiatisation de la question migratoire qui est effectivement dirigée sur cette espèce de voracité impudique, de spectaculaire? Tu as rappelé comment les images du petit Ilan Halimi avaient déclenché cette espèce de charité presque, qui donnait presque la nausée à un moment donné, parce que c'était trop. C'était une façon presque de toucher à une rédemption collective qui avait un côté un peu malsain. Mais voilà, ils sont pris dans cette confiscation du récit, et parfois d'ailleurs ils s'en amusent pour pouvoir ne pas la subir, c'est-à-dire qu'ils racontent absolument n'importe quoi. Comme ça, ils satisfont la curiosité, et en même temps, voilà, eux, ils ne se livrent pas. Et d'un autre côté, exactement, c'est un mécanisme de défense, et d'un autre côté, ils ont besoin de forger ce récit de soi, parce qu'ils ont besoin de s'approprier leur identité en mettant à distance cette injonction biographique. Et donc, c'est vrai que le petit groupe avec lequel j'ai travaillé l'année dernière, pendant 1 an en fait, était beaucoup dans la réappropriation du récit, et certains avaient même des projets d'écriture, de se dire, mais voilà, moi, quand je serai sortie de la jungle, je vais écrire mon histoire. Comme ça, j'en serai l'auteur, et personne ne pourra me la confisquer et en faire quelque chose d'autre, ou la déformer pour des besoins institutionnels ou autres. Et je me souviens d'un jeune homme qui avait 14 ans et qui parlait quasiment pas un mot d'anglais, qui avait très envie de communiquer son histoire, et notamment son histoire présente, pas nécessairement le passé, et qui, comme il n'était pas à l'aise avec la langue et qu'il avait besoin de raconter, utilisait les images.
Et donc, en plus, c'est votre génération, ce truc-là, hein, le selfie, tout ça, Facebook, machin, bon. Donc, il faisait plein de selfies, il faisait plein de vidéos de lui-même. Et ensuite, il passait un temps fou, malgré les conditions difficiles, parce que le portable est souvent déchargé, etc., à faire des montages de ses vidéos. Et c'était une façon de construire son autobiographie en la protégeant et d'une manière extrêmement personnelle, presque assez esthétique d'ailleurs, parce qu'il mettait aussi des musiques derrière. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose d'élaboré. Et ça, un certain nombre d'exilés le font, ont cette pratique-là. Ça leur permet de préserver cette identité personnelle, à la fois pour eux-mêmes, pour ne pas perdre le fil de la narration de l'identité, et pour pouvoir en jouir sans la partager, en ne la partageant qu'avec les personnes de leur choix, en général leurs amis de la même communauté. Voilà. Mais en tout cas, ils ont le choix, ils récupèrent le choix et la mainmise sur leur identité. Et puis parfois, ce qui arrive aussi quand on pratique l'hébergement citoyen et que donc on accueille chez soi pour des temps courts des exilés qui sont bloqués à Calais ou ailleurs, c'est le surgissement incongru du récit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le récit arrive et où on ne s'y attend pas. J'ai le souvenir d'un jeune Érythréen, Abraham. On est en train de manger à table, un jeune extrêmement souriant, qui fait des plaisanteries tout le temps, puis on est comme ça sur un ton très, très enjoué, très superficiel, en train de discuter de choses et d'autres, en train de manger, et voilà qu'au milieu du plat de nouilles, il nous raconte comment son ami se fait tirer dessus dans l'un des cars de passeurs traversant le désert du Sahara. Et il le dit presque en riant et en disant « Bah oui, puis alors tu comprends, on n'avait pas le droit de pleurer parce que sinon on se faisait tirer une balle en pleine tête aussi, alors il fallait serrer les dents. Et puis après on arrive dans le camp qui est une espèce de prison où là on est plus de 700 et puis pour dormir, bah, on doit se mettre en, comment on dit, en chien de fusil, voilà, pour pouvoir occuper le moins d'espace possible et puis on mange une seule fois par jour. Et donc nous on est là estomaqués, l'appétit coupé et lui poursuit la conversation comme ça, l'air de rien. Donc, voilà, le récit aussi parfois n'est pas maîtrisé par eux-mêmes et arrive dans des contextes inattendus. Voilà, là, tu viens presque de tendre une perche. C'est pourquoi as-tu appelé la pièce Mon livre de la jungle? C'est un peu par le récit. Pourquoi Mon livre de la jungle? La question c'est sur le mot, parce que c'est le mien. Oui. Non, c'est oui, mais c'est parce que je pense qu'il y a le mien, il y a le tien, il y a oui. Alors c'est vrai que c'est un jeu de mots sur sur le livre de la jungle et aussi toute cette représentation qu'on peut avoir, enfin ce à quoi c'est associé le mot jungle et en y mettant le mot, je pense qu'on peut, enfin chacun, chacune de nous. Voilà, militant, engagé, a aussi sa propre histoire par rapport à ça. Donc là, en l'occurrence, la jungle de Calais, et la suite. Et de toute façon, les choses sont... il n'y a pas d'objectivité, c'est toujours subjectif, comment on va vivre, on va traverser les choses. Moi, si je mets aussi dans ce spectacle des choses personnelles, parce que ça va être forcément appuyé, mon engagement. L'engagement de tout un chacun va être appuyé sur son vécu, sur des choses qui peuvent faire écho à un moment ou à un autre. Et il y a le mien, mon livre, ton livre, son livre, il y en a une multitude parce que c'est, de toute façon, chacun va percevoir à sa manière, émotionnellement, les choses. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup moins bien que Sophie, je parle autrement, j'ai parlé pendant 1h30. Mais effectivement, moi je marche à l'émotion, à l'émotion profonde. Et du coup, ce livre de la jungle, d'ailleurs, pour la petite plaisanterie, l'autre jour on s'est amusé pour se détendre un petit peu, ça fait du bien, faire une surprise à Hélène qui nous fait la direction d'acteur. On a démarré le filage, donc le début du spectacle, vous avez vu, et donc je commence avec... pour moi, ça a commencé comme ça, et on a mis on a mis Balou à la place de la première vidéo. C'était un peu la surprise effectivement pour l'équipe, mais c'était aussi une manière de dépasser ça parce qu'on renvoie aussi ce côté souvent là ils vivent comme des animaux. J'avais un bout de texte que j'ai dû enlever parce que sinon c'était trop long, mais où justement je citais normalement une bénévole à Calais au tout début en 2014. Sur la première fois on est allé sur le camp des Soudanais
il y avait une jeune femme qui était là et qui prend la parole comme ça. Elle était là toute seule au milieu de tous ces Soudanais, et puis c'est la première fois qu'elle venait là. Puis elle me dit ouais, moi je votais FN et en ville on dit que voilà, c'est dangereux de venir ici, surtout pour une femme, mais moi c'est pas vrai. Je suis venue voir, elle voulait voir, voilà, se rendre compte qui étaient ces gens et elle me dit mais c'est pas vrai, moi je suis en sécurité là. Mais eux, ils sont pas en sécurité. Il y a les flics qui viennent, ils gazent la nourriture, ils leur piquent leurs chaussures la nuit. Et elle dit, et je m'en souviens très bien, elle dit, on dit qu'ils vivent comme des animaux, mais c'est nous les animaux. Et je pense qu'effectivement, cette utilisation de livre de la jungle, est-ce que ça peut nous évoquer, ceux et celles qui connaissent ce livre, c'est une façon de retourner ça. Et ouais, c'est pas eux les animaux. Et on voit effectivement que parfois c'est nous. Merci Céline. Bon, Céline vient de nous dire que nous réagissons chacun, n'est-ce pas, d'une autre manière, de façon subjective. Ce qui est donc, je crois, peut-être l'occasion pour vous maintenant de vous exprimer. Vous avez sans doute des questions, n'est-ce pas, à poser. Comment avez-vous donc pu réagir au propos à la fois de Sophie et de... Oui ? Ça va pas ? Si, je vais faire circuler. Ah oui, d'accord. Merci Jean-Louis. Bien. Voilà, c'est le directeur de la Maison du Théâtre qui va circuler avec le micro. Alors, il doit y avoir des questions, je suppose. Oui, là-bas au fond. Tout ça vient de là-haut, du haut, de la montagne. Bonsoir. Alors, moi je suis David, c'est moi qui ai travaillé autour des textes et des chants et donc qui fait le son et la musique. Et alors, je sais pas si ça va être une question ou en tout cas un témoignage, c'est parce que c'est vrai que Céline, la première fois, alors Céline je la connais depuis très longtemps, et quand elle m'a proposé effectivement de travailler autour de la musique pour le spectacle, et donc je suis venu, une fois on est venu donc en répétition donc pour la création, et elle me dit voilà ce que je veux faire chanter justement des réfugiés, des migrants, pour intégrer tout ça dans le spectacle, essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc ok, pas de souci. Et donc j'arrive, et puis bon, je m'installe à ma console, je viens de Paris, parisien, et donc voilà, puis je vois des jeunes qui débarquent, voilà, des jeunes habillés, des petits jeunes, voilà, et à un moment donné, je lui demande, je fais, mais ils sont où, les migrants? Et elle me dit, mais c'est eux. Et en fait, voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, je sais pas ce que je m'étais fait comme idée d'un migrant, en fait, j'avais aucune idée, mais pour moi, voilà, j'avais pas d'idée, c'était ouais, à quoi ça ressemble un migrant, je sais pas. Et tout d'un coup, je voyais ces jeunes qui sont habillés comme nos jeunes de là, avec leur portable, qui déconnent, et tout d'un coup, en fait, je me suis vu en train d'avoir eu une image, effectivement, une idée de ce qu'était un migrant sans en avoir vraiment vu, c'est-à-dire une personne en haillons qui, alors qu'ils étaient là, souriants, et tout d'un coup, ça collait pas avec l'image, ou peut-être l'image que je voulais du migrant, finalement. Et en les regardant, et ensuite en en rencontrant d'autres, effectivement, j'étais très étonné, en fait, par la vivacité et la vie, en fait, qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, ça m'a renvoyé à notre déprime occidentale, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est déprimé, en fait, en tout cas en France. Ça m'a vraiment renvoyé à ça, et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, je me suis dit, ces personnes-là ont beaucoup plus à nous apporter que nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une vitalité. Peut-être aussi parce que j'étais dans une espèce de perte de sens aussi. J'ai l'impression qu'on est effectivement aussi dans une perte de sens de qu'est-ce qu'on attend, parce qu'on est quand même dans l'Europe qui est censé être un projet démocratique et de paix, et qui est un projet, sûrement un des rares projets démocratiques et de paix en France, et qui a des richesses, qui a des intelligences. Et en fait, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est aussi déprimé, aussi dévitalisé, même si effectivement il y a effectivement des gens qui se mobilisent, il y a des gens, mais de manière générale, je me pose la question, comment ça se fait que ces gens qui... Parce que moi, ce qui va quand même sidérer, c'est effectivement ensuite, je vois ces petits jeunes qui sont cool, qui rigolent, et ensuite j'entends leur histoire, leur parcours, ce qu'ils ont traversé, et je suis sidéré.
Donc voilà, ma question c'était qu'est-ce qui fait que en Occident, nous on a tout qui effectivement qui pourrait. C'est quoi ce constat effectivement de dévitalisation, je ne sais pas comment on pourra appeler ça. Voilà. Je sais pas, je prends plusieurs questions précises. On prend plusieurs questions, peut-être. Ah non, On va oublier, non. Sophie préfère. déjà que c'est un gros morceau. Moi, ça m'inspire 3 choses. D'abord, j'ai eu un peu la même, une anecdote du même style, mais en pire. C'est-à-dire que j'ai amené mes élèves de Roubaix, donc, qui sont tous issus, comme on dit, de l'immigration, 3e, 4e génération, à Calais il y a 15 jours. Et puis, on va dans l'entrepôt que vous avez vu, là, l'entrepôt de l'auberge des migrants, faire un peu de bénévolat. Je me dis quand même, ce serait bien qu'ils rencontrent des exilés, puisqu'on a travaillé là-dessus. Et donc, on organise un petit pique-nique sur la plage avec 4-5 exilés. Et à la fin du pique-nique, mes élèves, donc, qui s'appellent tous Karamba, Nadir, etc., viennent me dire « Mais en fait, madame, les migrants, ils sont normaux. » Donc, bon, comme quoi l'intégration marche bien. Et l'étranger est toujours... on a tous notre étranger. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, sur le projet européen. Mais en fait, il existe, mais il existe d'en bas. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a monté notre collectif, on l'a fait sur le modèle et en amitié et en connexion avec nos voisins belges. Et en fait, les gens qu'on héberge, on se les refile. Et donc, ce qu'on arrive à faire à l'échelle de quelques milliers de citoyens, les hommes politiques et les gouvernements sont incapables de le faire à une échelle qui est l'échelle des souverainetés. Et ça, c'est quelque chose aussi, en plus j'ai découvert que tu venais de Roubaix. Mais c'est une maxime que moi-même j'ai appris en enseignant à Roubaix. C'est qu'à Roubaix, par exemple, les gens ont intégré, parce que ce sont quasiment tous des immigrés, enfin depuis des générations, et donc ça fait bien longtemps qu'ils ont intégré le fait que les solutions ne viennent pas d'en haut. Et donc ils recréent des systèmes de solidarité qui effectivement n'apportent pas de solutions globales, puisqu'elles sont à une petite échelle, mais qui apportent des micro-solutions qui sont réelles. Et moi, je trouve que dans une ville comme Roubaix, et à Amiens, je pense que c'est pareil, et c'est pareil dans beaucoup de villes, en fait, il y a beaucoup de vitalité. Et moi, je suis toujours surprise de voir les initiatives des gens qui, une fois qu'ils ont fini leur boulot, entament une sorte de 2e, de 3e, de 4e vie, avec une énergie incroyable. Donc, il y a de la vitalité, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Elle est anonyme, elle est modeste, elle est cachée, et on ne se compte pas. Si on comptait toutes ces énergies singulières, alors c'est l'idée des collectifs aussi, c'est de se rassembler au moins déjà à une petite échelle, et puis peut-être de rassembler encore les collectifs, etc., bon, de les fédérer. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de vitalité de notre côté aussi, et pas seulement du côté des exilés, et ça reste une espérance forte pour l'avenir quand même. Ça répond à la déprime. Voilà. Oui, sur la déprime. Je disais juste pour clôturer. Ça répond à la déprime. Ça répond à la déprime. Enfin voilà, qu'il y a. Faut pas oublier ça. Alors oui. Francine. Moi, je voulais pas, tout à l'heure, j'ai posé une question sur les femmes. Et j'ai l'impression qu'elles sont mises de côté dans cette fameuse jungle. Et je me demandais si elles étaient isolées pour des questions de protection ou si c'était culturellement, elles étaient mises de côté. Et puis là, quand vous parlez de résilience, c'est un autre problème. Moi, je pense aux gamins qui sont là, qu'on aperçoit. Ça va être quoi leur résilience pour eux? Le projet des gamins qui ont 3 ans, 4 ans, qui vivent depuis des années d'une manière très difficile, moi, ça me pose problème. Alors, les femmes qui vous répondent. Mais je connais sa réponse parce que tout à l'heure, elle m'en a parlé un peu. Ah bon? Du coup, tu veux... Sur les femmes, à Calais. Oui, parce que à Grande-Sainte, il y a des familles, c'est structuré différemment, mais à Calais, les conditions, elles sont devenues tellement difficiles qu'il n'y en a quasiment plus. Depuis le démantèlement de la jungle. C'est ça. Parce que c'est trop dur, donc elles sont parties à Paris-la-Chapelle, en Belgique, certaines à Grande-Sainte, mais ça dépend des communautés. Donc il y en a peut-être 10
qui sont hébergés par des familles sur place. Mais c'est très difficile parce qu'elles le disent elles-mêmes, quand les policiers les tabassent, elles ont moins de... Physiquement, c'est plus dur et on le comprend. Donc, il n'y a plus de femmes. Donc c'est pas une question culturelle. Non. Voilà. Après, on est quand même dans l'un des grands bastions ici en France du patriarcat. Donc, je veux dire, il y a quand même beaucoup de parenté avec beaucoup de problématiques culturelles de la Corne de l'Afrique ou du Moyen-Orient sur ce point-là. En tout cas. Oui, c'est sûr. J'ai pas grand-chose à ajouter, puisque de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants non plus. Attends, il y avait une autre partie de la question, c'était quel est l'avenir des enfants de 3 ans qui sont élevés dans la jungle de Calais ou bien dans ces zones. Nés en chemin. Si on peut parler de leur avenir. Oui, je pense pas malheureusement à la réponse à ça. Voilà, après si on prend normalement les mineurs arrivant sur le territoire, enfin on l'évoque aussi, j'ai évoqué dans le spectacle, sont censés être mis sous protection. Donc quand ils ont 3 ans, c'est relativement évident, c'est quand ils approchent de leur majorité où ils vont être facilement désignés majeurs par commodité financière, des institutions qui sont censées s'en occuper. Mais après, quand ils sont tout petits, il y a des grandes chances. Maintenant, il y a des cas ubuesques aussi de familles dont les enfants sont là, voire même sont nés ici, et on veut renvoyer les parents dans leur pays, et voilà. Que va-t-il se passer pour ces enfants? Voilà, ça c'est juste effrayant d'en arriver là. Maintenant, si on restait sur Calais, puisqu'on était sur Calais, effectivement, il n'y a pas d'enfants actuellement. Monsieur, vous posez une question. Bonsoir. Vous avez évoqué le concept d'État-nation. Je pense que ce n'est pas le but de cette soirée-là. On ne va pas résoudre aujourd'hui ou trouver une alternative. Et je pense que le but de la soirée, c'est plutôt éveiller l'empathie des gens pour que cette méfiance-là, comme malheureusement on voit vis-à-vis de l'étranger, qui vient principalement de la manière dont on traite les sujets dans les médias, est-ce que vous pensez que des manifestations comme ça pourront changer ce sentiment-là quand les gens, généralement, envers l'étranger, et être un peu plus empathiques? Si j'ai parlé de l'État-nation, c'est tout simplement parce que dans l'ouvrage de Sophie, on parle de l'incapacité de l'État-nation à résoudre la question. Voilà, c'est tout. C'est pas l'objet, évidemment, de la soirée. Je viens juste, effectivement, faire une toute petite réponse. Est-ce que, ce qu'on fait là a une utilité pour effectivement changer un peu l'empathie éventuelle que l'on pourrait développer au regard de ces personnes. Moi je sais que le spectacle, je l'ai créé aussi, plusieurs choses ont appuyé cette envie. Un besoin de restitution, une envie de restituer quelque chose. Et aussi, parce que c'est un des déclencheurs quand je montre au début cette manifestation terrible qui a eu lieu en septembre 2014 sur la place de l'Hôtel de Ville, une place publique en France, et une manifestation avec des saluts nazis qui n'ont absolument pas été interdits, personne n'est intervenu alors que c'est complètement illégal. Mais c'était effectivement aussi une impulsion pour essayer de contrer quelque chose comme ça, et envie de parler aussi à la jeunesse, parce que je pense que plus tôt on parle et on essaie de rapprocher, que ce soit pas la masse des migrants, mais que peu à peu on rentre dans des histoires, des personnes, et du coup on accompagne aussi d'ailleurs le spectacle de parcours avec des lycées, avec des collèges, pour pouvoir échanger là-dessus, et ça démarre les parcours par une rencontre avec 2 réfugiés qui vont livrer leur histoire, et on va échanger. Et tous les endroits où j'ai pu aborder ça de cette manière, les regards changent. Vraiment, les regards changent. Et moi, je crois à la goutte d'eau. Je pense, parce que c'est de toute façon, moi, c'est mon point de départ, c'est le constat, parce que c'est quelque chose que je me suis dit pendant tant d'années, mais moi, tout seul, si je fais quelque chose, ça suffira pas. Voilà. Et jusqu'au moment où je me suis dit, je vais faire mon petit truc.
Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est notre goutte d'eau. Non, Et- je critique pas l'initiative. Ah non, non, je ne pas pris dans ça non plus. Non, On a bien j'ai compris. parfaitement compris. Mais en tout cas, c'est voilà, le but aussi, c'est cet après-midi, la première représentation, effectivement, était avec des lycéens, des collégiens. Et du coup, aussi, même avec une partie d'entre eux, je sais pour avoir échangé en amont avec avec un enseignant, par exemple, qui me disait c'est un pari, parce qu'ils sont à 1000 lieues de ça, quoi. Et je dis, bah ouais. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile, parce que parfois ça peut être un peu agité, mais oui, moi je veux bien, au contraire, je veux bien me frotter à ça, parce que même s'il y en a un au milieu qui tout à coup va, voilà, et là ça s'est passé, il y en a quand même une grosse partie qui ont été plus qu'attentifs, et qui tout à coup vont porter un regard différent, et bah, je pense qu'on a gagné. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, très brièvement. Je pense qu'effectivement l'empathie est une première étape, mais elle peut donner lieu à des choses très différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'empathie qui va permettre une certaine indignation. On va dire mais c'est terrible, point. Et puis il y a l'empathie un peu sentimentale qui va faire qu'on va se lancer dans une attitude plutôt humanitaire. Et puis il y a l'empathie qui va renforcer une motivation politique. Et donc celle-là, elle va s'accompagner d'une rationalisation qui à la fois est nourrie par cette empathie et en même temps est affectivement protégée. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher son migrant qui, parce qu'il est chouchou, on va l'aider lui et puis on va le prendre chez soi, etc. On va œuvrer à une cause qui nous dépasse, ce qui est la base de n'importe quel militantisme, de toute façon. Et donc le but, je pense, de nos démarches, c'est une empathie plus de fond qui consolide une démarche militante et donc qui va imprégner, nourrir un positionnement qui est plus politique, à mon avis. Oui, j'approuve totalement. Bien entendu, comme vous, je partage très bien l'action importante qui est faite par les associations, le rôle très important de l'empathie, mais je me pose aussi la question de savoir s'il ne faut pas parfois aller au-delà, et s'il n'y a pas justement une question aussi politique qui est à poser, et donc qui va au-delà d'une simple réaction qui est très bénéfique, hein, qui est première, bien entendu. Si on n'avait pas cette empathie, bien c'est tout, ce serait l'indifférence la plus complète. Ce serait l'indifférence la plus complète, bien entendu. Hein, bien. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà et poser une question politique? D'ailleurs, je crois que dans ton ouvrage, tu suggères quand même quelques propositions une citoyenneté qui soit transversale. Hein. Tu parles de zones de... excuse-moi, je le cherche. Pardon, de zones de franchise, etc. Il y a donc des solutions qui sont envisageables, et bien sûr qui passent par, cette fois-ci, la politique. C'est ça, vous voyez bien. Oui, Pardon. exactement. Zone franchise, on Mais reprend oui, les termes mais c'était le économiques, but. c'est C'était le but, c'était de dire que quand ça nous Ça arrange, existe. notamment sur le plan économique, on arrive à faire on arrive à exempter des espaces de la loi nationale quand ça nous arrange, et quand ça nous arrange pas, on le fait pas. Donc on arrive à être très, très créatif dans le droit économique, mais sur la question des migrants, alors là on s'en tient au droit qui date d'il y a... bon, il a été amendé, mais toujours dans le même sens, c'est toujours la même signification de fond, qui date au fond de la Convention de Genève et juste après, et on n'a aucune créativité. On pourrait très bien dire que puisque on soustrait aux impératifs nationaux des entreprises dans les zones franches, on soustrait aux impératifs nationaux les migrants qui sont dans les zones de transit, par exemple. Parce qu'il y a un autre problème, en fait, c'est l'effet qu'auront ce type de décision-là sur les pays d'origine. Et j'ai l'impression, mais c'est normal peut-être, j'ai l'impression qu'ici, on oublie cette partie-là. Et généralement, dans les discussions qu'on a dans les politiques ici en Europe ou ailleurs, par rapport aux gens issus d'immigration, par rapport aux immigrés ou aux réfugiés, on oublie ce qu'est l'origine. Et oublier cette partie-là, je pense que c'est déjà une erreur. Ça n'amènera une solution durable ni pour les réfugiés, ni pour leur pays d'origine. Fred.
d'une part, j'ai l'impression qu'ils sont plus européens que nous, parce qu'ils ont vécu, ils ont visité l'Europe que moi je ne connais pas. Mais c'est que je me dis, mais quel fric de dingue, pour parler économie, quel fric de dingue de donner à un gamin pendant 3 ans dans un centre en Allemagne, avec des éducateurs, avec patati et patata. Quel fric de dingue quand on passe à Calais, quel fric de dingue de voir l'Ibis qui doit se faire un paquet de poignons, l'hôtel Ibis, parce que ça fait 10 ans qu'il y a 400 CRS qui vivent là. Et la CRS, à mon avis, ça doit gagner 2500 € par mois minimum. Et je me dis, mais quel fric de dingue si on mettait ce fric-là à les accepter. Je ne sais pas, il pourrait pas, je ne sais pas si ça existe, ces études comparatives d'économie. Voilà, c'est un vrai marché. Et l'autre question qui n'a rien à voir, c'est on a évoqué le problème des regroupements de collectifs, parce que voilà, j'ai l'impression où on peut s'épuiser, c'est qu'on fonctionne comme des fourmis, et je me dis, est-ce qu'il y a des regroupements de collectifs des fois, ou est-ce que c'est compliqué ou pas, voilà. Oui, il y a une étude qui avait été faite notamment par l'Auberge des Migrants en 2016. Ils avaient regardé, puisque ça c'est facile à calculer, le coût de la présence policière à Calais, puisqu'à l'époque il y avait 1500 CRS en permanence. Il y en a un petit peu moins maintenant, mais enfin il y a quand même une forte présence. Et ils avaient calculé le coût de l'accueil de ces jeunes, et le coût de l'accueil représentait 30% du coût de la présence policière. Donc l'argument économique n'est pas viable. Mais de toute façon, dans cette politique anti-migrants, l'argument économique ne fonctionne jamais. En fait, il n'y a aucun argument. C'est une politique qui est idéologique, qui est coloniale, et qui est complètement irrationnelle. Et d'un cynisme absolu dans son irrationalité. Exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était en janvier dernier, il y avait eu un numéro du Nouvel Obs consacré à la question des migrants, et il y avait eu une sorte de pamphlet de Leclésio adressé à Emmanuel Macron. C'était peut-être plus récent, c'était peut-être en juin, au printemps, je ne sais plus, bref, il n'y a pas très longtemps. Et Macron avait répondu en se présentant comme le philosophe, l'homme de la raison, l'élève de Paul Ricoeur, en disant qu'il laissait à l'écrivain et au romancier les sentiments, mais que lui, il était dans le raisonnable et le rationnel. Mais c'est un jeu de passe-passe, c'est un jeu de dupes. C'est absolument faux. Les politiques migratoires, elles sont irrationnelles. Elles sont moralement irrationnelles et elles sont économiquement irrationnelles. Donc ça, c'est la première chose. Sur la deuxième, le problème des collectifs, effectivement, il y en a deux. D'abord, comme les collectifs sont des militants, donc des gens dont ce n'est pas le métier, ils sont sans arrêt complètement submergés. Donc ils partent à l'urgence et ils ne regardent pas plus haut dans la fédération des collectifs, c'est très compliqué. Et ensuite, la plupart des collectifs, en tout cas ceux qui concernent les migrants, c'est pas le cas d'une autre, mais pour beaucoup, c'est des autonomes à la base. Et donc ils sont contre toute forme d'organisation pyramidale. C'est l'organisation horizontale le plus possible, c'est jamais complètement possible. Mais du coup, quand on est dans une organisation horizontale, il n'y a pas quelqu'un qui représente le groupe et qui va s'occuper de le fédérer avec d'autres groupes. Et ça, par exemple, les Belges l'ont bien compris. Et donc, ils fonctionnent sur un modèle plus associatif, donc un peu plus pyramidal, un peu plus classique. Mais du coup, ils arrivent à faire ce qu'on n'arrive pas à faire en France parce qu'on a une culture politique différente, mais qui est très intéressante aussi, qui est très forte. Parce que les Belges qui hébergent vont le faire plus pour des raisons humanitaires. Les Français qui le font vont peut-être le faire plus pour des motivations qui croisent la morale et le politique. C'est souvent plus des militants quand ils le font dans la durée. Mais il faudrait le faire, il faudrait, comme disait Céline, qu'on arrive à se compter. Et parce que si on arrive à se compter, c'est là qu'on va compter sur l'échiquier politique. On va dire, ben voilà, on constitue une vraie force citoyenne de mobilisation sur tout le territoire national, ce qui est de fait le cas. Et du coup, on sort de cette invisibilité, on se montre. Et c'est vrai que ça augmente.
les Français se mobilisent, ça augmente, il y a de plus en plus de réseaux, il y a de plus en plus de solidarité, mais on n'arrive pas à déboucher sur des politiques qui comprennent ça, qui comprennent que, comme disait un des jeunes à Céline, nous ce qu'on veut c'est de l'éducation. Ils veulent réaliser un projet, ils veulent se former, ils veulent créer des projets et ils veulent restituer à leur famille une partie de leurs gains. Ils sont dans un projet d'enrichissement de leur pays, de leur famille aussi. Et les mouvements migratoires sont extrêmement importants, de plus en plus importants partout dans le monde. Et il faut qu'on comprenne que c'est inévitable et qu'il faut qu'on fasse avec, et on doit tous faire avec. Et que les politiques, il faut qu'ils comprennent, ils ne veulent pas comprendre. Et non, parce que le pouvoir fonctionne sur la gestion de régimes de visibilité. Et donc, chacun est intégré dans son régime de visibilité. Les militants ne vont apparaître que lorsqu'ils franchissent des frontières. Et là, c'est les procès spectaculaires, les 7 de Briançon. En plus, les 7 de Briançon, on dirait le titre d'un film. Il y a vraiment toute une dramaturgie qui est associée à ça. Et les autres militants, ces fameux collectifs un petit peu mystérieux, sont invisibilisés autant que les migrants qu'ils prétendent aider. Donc c'est le pouvoir qui organise le régime de visibilité, c'est ça le problème. Et c'est très difficile de le modifier. On peut le modifier par la désobéissance civile, mais quand on fait une action comme celle de l'hébergement citoyen ou des collectes, etc., on n'est pas dans la désobéissance civile, on reste bêtement dans les clous de la loi. Donc on reste dans l'invisibilité. Et ça, c'est très compliqué pour politiquement exister. Fred ? Bonsoir et merci pour toutes vos interventions qui sont très éclairantes. Moi j'ai eu le plaisir de participer aux états généraux des migrations et je pense qu'au-delà bien des petits collectifs et des associations qui font vraiment un travail de fond extraordinaire, il faut penser aussi à moyen terme, à long terme, la manière dont on aborde l'altérité au point de vue légal par rapport aux politiques et tout ça, la manière dont on pense l'autre tout simplement et ses droits. Et effectivement, je pense que il faut aller au-delà il faut prendre les choses de manière systémique. C'est-à-dire que les problématiques de notre société sont totalement compatibles avec les problématiques qui sont liées à cette migration. Prenons l'exemple de l'exode rural ou de choses comme ça. C'est une chance pour nous, effectivement, d'avoir ça et de traiter l'autre dignement, le traiter bien. Ça lui permet de s'intégrer. Le mot intégrer n'est même pas le bon mot, mais lui permet de trouver sa place. Voilà. Ayant, connaissance de situations un peu différentes, pouvez-vous nous éclairer un peu sur la perception que vous avez de la gestion, entre guillemets, de Calais et de la gestion de Grande-Synthe, avec quand même, semble-t-il, une volonté municipale, notamment par Aimé Carême, qui est donc le maire de Grande-Synthe, qui a fait dans une certaine limite, je pense, ce qu'il pouvait. Et donc, comment vous voyez un peu vis-à-vis de ces populations, comment les choses peuvent être différentes ou absolument accessoires? Merci de votre réponse. Si c'est la question de ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est ça, par rapport à Calais ou Grande-Synthe, ça c'est la question. Pour Calais, Sophie a commencé à en parler un petit peu, on en parlait même beaucoup, de la situation actuelle. À Grande-Synthe, effectivement, Damien Carême a fait le maximum. Maintenant, Damien Carême, ça fait un moment qu'il souhaiterait se retirer, en fait. Et pour l'instant, il continue pour cette raison-là. Et il voudrait bien ne plus être maire de Grande-Synthe, et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il est pris dans un étau entre s'il s'en va et qui va arriver après et quelle va être la politique. Est-ce que ça va être un deuxième Calais? J'en parle parce que je aussi parallèlement je connais
sur un autre champ. Mais c'est un réel problème, c'est qu'il maintient quelque chose comme il peut, et là il n'y arrive plus. Et lui, voilà, il sait très bien que ça repose aussi sur lui et sur l'engagement qu'il a pu avoir en tant que maire. Donc, prochaines élections, c'est là où on aura la réponse voilà, pour Grande-Synthe. Est-ce qu'il va se représenter? Est-ce qu'il va rentrer dans le combat comme il a pu le faire avec Médecins sans frontières pour pouvoir faire ce camp? C'est un gros point d'interrogation. Moi, j'ai pas, et lui non plus n'a pas encore la réponse actuellement. Tu veux ajouter quelque chose? Non, simplement, la différence entre les deux, c'est qu'à Grande-Synthe, il y a une vraie politique municipale, alors qu'à Calais, c'est une politique d'État, où quasiment toutes les décisions sont prises par l'autorité préfectorale, donc le ministère de l'Intérieur. Et c'est pour ça aussi que la situation de Calais est intéressante, c'est parce que est spécifique par rapport à d'autres, parce que des campements d'exilés, il y en a partout, il y en a à Toulouse, il y en a à Nantes, il y en a sur tout le territoire. Mais à Calais, il y a une violence d'État qui est quand même tout à fait particulière et qui est inquiétante, puisque la force publique qui est censée faire appliquer la loi commet des actes anticonstitutionnels quotidiens. Et donc c'est ça aussi qui doit susciter notre inquiétude en tant que citoyen, parce que quand la démocratie est attaquée de façon aussi manifeste, à tel point que les décisions du Conseil d'État, qui est quand même l'instance juridique suprême, ne sont pas respectées à Calais, là effectivement on doit s'interroger. C'est la proximité de l'Angleterre aussi qui dit ça. Merci. Oui, enfin, Grande-Synthe, c'est une volonté politique. Oui, moi je suis dans le domaine de la poésie et qui s'intéresse notamment à la question des sans-papiers, des réfugiés, etc. Donc là on va publier dans 15 jours un recueil qui s'appelle « Attention, chute de droit », donc reprenant une thématique qui a été utilisée cette année par des associations militantes. Et je pense aussi que pour poursuivre ce travail, il faut... Alors nous, c'est pas qu'on va au-delà, au sens on est au-dessus de la mêlée, mais on n'est pas sur le terrain, on n'a pas envie qu'il y ait confusion. Enfin, on ne cherche pas à prendre la place de ceux qui font très bien ce travail. Mais ce travail-là, il a besoin d'avoir... Alors, spectacle comme ce soir, nous on fait aussi des ateliers d'écriture de récits de vie, tout ça, enfin, qu'il y ait des choses comme ça qui se développent. Hein. On a une collection qui s'appelle Sans Papier, sans C-E-N-T, parce que pour être sans papier, S-A-N-S, il en faut des papiers. Et on a par exemple un collègue poète, on vient de publier un recueil de lui qui s'appelle Quelques mots migrateurs, il est dans la vallée de la Roya. Et par exemple, il évoquait alors des petites choses comme ça de rien, mais si elles sont relayées, ça devient symboliquement très fort. Donc des gens d'Italie et de France qui se mettent sur la ligne blanche de la frontière. Comme ça, ils emmerdent les policiers français, les policiers italiens, parce que tant qu'ils sont sur la ligne blanche de la frontière, on ne sait pas qui doit essayer de les faire évacuer. Hein. Donc je pense qu'il y a des possibilités. Il y a depuis maintenant 20 ans une journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, organisée par les droits de l'homme à l'ONU. En France, c'est pratiquement jamais honoré. Donc nous, on va faire cette journée du 20 juin tous les ans, et j'espère avec des tas de gens, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, pas pour faire que de la poésie justement, hein, pour avoir des interventions. On travaille avec Syriart, qui est une association d'artistes syriens, aussi bien des Syriens qui sont dans la diaspora que des artistes qui sont toujours en Syrie. Hein, le président de l'association habite en France, hein, Khaled Youssef. Et voilà, donc nous on milite aussi de cette manière-là pour essayer que cette parole demeure et se développe. Et auprès des gens qui ne sont pas forcément intéressés au premier degré par tout ça. Voilà, encore des questions? Oui, écoutez, bon, nous allons donc clôturer, mais avant, bien entendu,
je tiens à ce que nous remercions tous, à la fois Céline et Sophie. Je crois que nous pouvons les applaudir. Merci. Et puis donc, avant de nous quitter, bien sûr, oui, je vous rappelle également, pour ceux qui souhaitent poursuivre cette question, ils peuvent bien entendu se procurer le livre de Sophie Gigot, Les migrants de Calais, enquête sur la vie en transit, ils peuvent dans le hall ici. Voilà. Ensuite, bien entendu, pour continuer, vous pouvez aussi, et vous devez, je dirais presque, participer à Migrants en Scène. Vous avez le programme, donc, Migrants en Scène, qui est organisé par la CIMAD. Et puis, je vous rappellerai, bien entendu, les prochaines manifestations de l'Université populaire. Je n'oublie pas l'Université populaire. Bien, le 3 décembre, bon, c'est quelque chose d'un peu différent, puisque le 3 décembre, nous recevons Jacques Darras, bien, pour la troisième fois, qui va nous parler de la littérature picarde, mais qui est pour lui pratiquement le terreau de la littérature française. C'est à la Comédie de Picardie. Et le 15 janvier, là c'est une autre chose, c'est l'économie est-elle une science exacte, avec Rosny Tekalia, effectivement, une question qui est bien débattue. Bien, l'économie est-elle une science exacte? Et le 5 février, nous reviendrons ici, le 5 février, puisque là, il y aura une conférence. Que reste-t-il des utopies quand l'avenir s'annonce catastrophique? Avec Alain Maillard, qui est universitaire à l'UPJV. Bien sûr, cette conférence est liée avec des spectacles qui ont lieu, bien entendu, ici, qui sont programmés par la Maison du Théâtre. Voilà. Et puis, bien entendu, excusez-moi, je terminerai aussi par un appel pour adhérer à l'Université populaire d'Amiens. Vous pouvez bien sûr adhérer, il y a des bulletins d'adhésion. Et nous avons grandement besoin d'adhésion puisque nous avons perdu notre subvention. La municipalité ne nous l'a plus accordée. Et donc, nous vivons maintenant sur nos propres moyens, c'est-à-dire en gros sur les adhésions. Donc, si vous pensez que le travail que nous faisons est utile, eh bien écoutez, vous pouvez nous rejoindre, vous serez bien accueillis. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, vas-y. Parce que tout à l'heure j'ai fait vite à la fin du spectacle parce que je voulais que ça pas perdre de temps non plus pour enchaîner. Mais je voulais aussi moi remercier particulièrement la Maison du Théâtre qui fait un travail assez formidable, je pense, et qui en tout cas nous a permis de faire exister ce spectacle puisque c'est Jean-Louis le premier qui a dit allez Banco c'est parti. Et du coup voilà tout ce qui est tissé autour toute la saison. Je trouve que c'est un lieu magique. Et voilà, on voudrait aussi un peu d'applaudissements pour le spectacle sera présenté à Tati, à Jacques Tati. Ouais, le 29 janvier. 29 janvier. Parce que nous, on était super complet, que malgré la qualité du travail qu'on fait, merci Céline, on n'a pas prévu assez de dates.